Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du cours d'IF40. On est dans le chapitre 5, le module IPWM, et c'est la troisième vidéo sur ce chapitre. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la génération de PWM en incluant deux sous-modules qui sont les temps morts et puis la synchronisation. Alors, quelques petites notes avant de commencer ce cours. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que je ne parlerai pas de la synchronisation. J'ai décidé de changer d'avis puisque j'ai un bel exemple à vous montrer. Et la deuxième petite note est que le support que je vais utiliser, qui vous a été imprimé, n'est pas le bon. Le support que je vais vous présenter dans cette vidéo est un peu différent. Vous pouvez modifier ce qui est imprimé avec ce qui est affiché à l'écran. Vous pouvez également le retélécharger sur Moodle. Le support de cours sur Moodle a été mis à jour avec tous les éléments de la vidéo. Pour réaliser cette vidéo, je vais m'aider du support de cours, du fascicule du DSP, et puis je vais réaliser une petite application pratique. Donc je vais utiliser Code Composer et puis la webcam. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois dans le support de cours avec les générateurs PWM. Donc nous avons vu la dernière fois comment générer un signal PWM pour une application. Alors dans le TD qui est l'application directe du cours, c'était la restitution d'un signal audio. Donc on a fait une PWM simple, on va dire. Maintenant on va un petit peu voir des options qu'il y a parmi ces PWM. Et pour illustrer ça, eh bien, j'ai choisi une application qui est très courante dans le génie électrique, qui est le pilotage d'un moteur triphasé avec une PWM et donc une commande en MIDI. Donc les générateurs PWM triphasés, ils sont utilisés pour piloter des machines triphasées, comme leur nom l'indique, en commandant les interrupteurs statiques d'un onduleur. Voici un exemple d'une structure d'un variateur de vitesse. Nous avons en entrée le réseau triphasé EDF et on va dans un premier temps redresser ces tensions, donc les trois phases avec un pont à diode, donc un pont redresseur. Une résistance de précharge est là pour limiter l'appel de courant lors de la phase d'initialisation. Et une fois qu'on a cette tension redressée, on va la filtrer avec une capacité pour avoir la tension lissée en entrée de mon onduleur. D'accord ? Tout ceci, vous l'avez vu en électronique de puissance, donc dans les UVEL 47, 48, 49. Vous avez également dû voir ceci en EL, en électronique de puissance, et c'est justement, nous, on s'intéresse en informatique industrielle au pilotage de cette structure. Donc cette structure, qu'est-ce que c'est ? C'est un onduleur. L'onduleur, il vise à recréer une tension sinusoïdale sur chacun des bras du moteur. Et la fréquence de cette tension, eh bien, on va pouvoir la choisir en pilotant l'onduleur. Alors l'onduleur, il est composé de, ici, 3 bras. Un bras qui va aller sur chaque bras du moteur. Et sur chaque bras, on va trouver une structure avec un transistor et une diode de roue libre. Donc 2 par bras. Alors intéressons-nous déjà au premier bras, et le discours que je vais faire est valable pour les deux autres. Donc on voit ici le transistor T1 et le transistor T2, et pour élaborer une tension, eh bien, il suffit de mettre T1 à l'état passant et T2 à l'état bloqué. Donc T1 va se comporter comme un interrupteur fermé, donc je vais pouvoir faire passer le courant ici, et T2 va se comporter comme un interrupteur ouvert. Donc ici, je n'ai pas de courant qui passe, donc le courant va dans le moteur. Donc j'ai établissement d'une tension, ici, aux bornes du bras, du premier bras du moteur. Donc ça, c'est le premier mode de fonctionnement. Et le deuxième mode de fonctionnement, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je vais fermer T2 et ouvrir T1. Et là, eh bien, je vais avoir une tension négative qui va se créer et je vais avoir la composante négative. Comment est-ce que je vais faire ça ? Eh bien, en pilotant T1 et T2 avec une PWM. Alors, attention, je ne peux pas injecter la même PWM dans T1 et dans T2. Pourquoi ? Eh bien, parce que sinon, ils se fermeraient les deux en même temps
où s'ouvriraient les deux en même temps. Et ça, je veux absolument éviter ça. Pourquoi? L'ouverture des deux en même temps n'est pas vraiment problématique, si ce n'est que je n'ai plus de tension aux bornes du bras. Par contre, si je ferme les deux interrupteurs au même moment, je crée un court-circuit et je dégrade fortement mon installation. Donc on va absolument éviter ceci. Donc pour ce faire, en fait, on va faire des PWM en quadrature de phase. Qu'est-ce que c'est qu'une PWM en quadrature de phase? Eh bien, c'est une PWM où, lorsque la PWM1, par exemple, qui alimente T1 est à 1, eh bien la PWM2, on va la mettre à 0, et inversement. Donc ce sont deux signaux PWM qui sont inversés, tout simplement. On va voir qu'il est très facile de créer ces deux types de signaux grâce au DSP. Donc les modules PWM, ils peuvent être cascadés entre eux pour former un générateur de PWM triphasé. Alors ça comprend 3 comparateurs indépendants, une logique de génération SVPWM, donc on appelle Space Vector PWM optionnel, qu'on ne verra pas ici, une logique de création des temps morts, donc on va voir ça, et une logique d'activation et de polarisation des PWM. Ça, c'est pour fabriquer les PWM en quadrature de phase que je viens de vous expliquer. Donc ce type de logique, il est adapté à la commande des structures de convertisseurs en pont, donc comme vous le voyez là, et c'est la structure que je viens de vous montrer précédemment. Donc constituée de bras de semi-conducteurs, donc on a deux semi-conducteurs commandables en série, donc ici et ici, connectés à un bus continu en tension, comme le montre l'exemple ici. Donc c'est un zoom de ce que je vous ai montré ici. Alors, on va aller dans chacune des parties pour un petit peu générer tout ça et voir comment est-ce que ça fonctionne. Chaque module IPWM, il possède deux comparateurs permettant de régler indépendamment les rapports cycliques des deux sorties PWM. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, CMPA et CMPB. On peut donc utiliser 3 modules pour piloter les 3 bras du convertisseur. Donc je vais utiliser dans mon exemple ici IPWM1, IPWM2, IPWM3. Chaque comparateur permet donc de piloter une paire de signaux PWM. Pour chaque IPWM, il y a, par exemple pour PWM1, il y a le A et le B. IPWM1A, IPWM1B. Donc prévu pour la commande d'un bras de convertisseur. En fait, ces modules, ils ont été fabriqués pour ça. Il convient alors de respecter la polarité des sorties PWM, bien les mettre en quadrature de phase, suivant la nature des signaux appliqués aux drivers des semi-conducteurs. Des fois, vous pouvez avoir, pour mettre le transistor en bloquant, il faut mettre un 0, des fois un 1. On peut être en logique inverse, ou en logique positive ou en logique négative. La polarité est configurée à l'aide des registres AQSTL A ou B, CF ma vidéo précédente. Il est possible de synchroniser les timers de chaque module IPWM grâce aux entrées Synchronous In, donc abrégé Sync-I, et aux sorties Synchronous Out de chaque module. Donc, en plus de créer des PWM en quadrature de phase, on va créer donc une paire de PWM par bras. J'ai 3 bras ici, une paire par bras, ça me fait 6 PWM. Donc, cette paire-là va être en quadrature de phase, cette paire-là en quadrature de phase et cette paire-là en quadrature de phase. Et pour pouvoir alimenter un moteur, en fait, on va déphaser les PWM les unes par rapport aux autres. Et donc, on va devoir les synchroniser les unes par rapport aux autres. Voici l'exemple que je vous propose. Pour piloter un bras, en fait, il va falloir, là c'est l'établissement de la tension, déphaser de 120 degrés la tension du bras suivant. Et donc, on appelle ça des PWM triphasés, déphasés de 120 degrés. Donc pour faire ça, eh bien, il faut que ce signal-là de PWM2 soit déphasé de 120 degrés par rapport au 1 et que le 3 soit déphasé de 120 degrés par rapport au 2. Alors, en fait, c'est assez simple de faire ceci puisque c'est déjà prévu dans le module avec les signaux de synchronisation Sync In et Sync Out. En fait, le Sync Out du module 1 va être lié à l'entrée au Sync In du module 2. Et donc, je vais pouvoir ici envoyer un signal que je vais paramétrer déphasé de 120 degrés pour pouvoir démarrer lui 120 degrés après la PWM1.
Et pareil entre celui-là et celui-là. Donc j'aurai un déphasage de 120 degrés entre la 1 et la 2 et de 240 degrés entre la 1 et la 3. Ou 220 degrés également entre la 2 et la 3. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Alors, je mets ça en pause un instant et je reviens sur mes PWM en quadrature de phase, c'est-à-dire l'une inversée par rapport à l'autre. Dans l'exemple ci-contre, les transistors Q1 et Q2, qui sont les deux transistors pilotables du bras numéro 1, qui va établir la tension VA, ils doivent être toujours commandés avec des signaux complémentaires. Donc, lorsque je ferme Q1, je dois ouvrir Q2 et inversement, afin d'assurer une tension V1 égale à GND ou UDC, sans risque de court-circuit, si les deux sont fermés, du bus continu. Alors, dans la pratique, les commutations de transistors ne sont pas idéales. Je vais vous faire un petit schéma. On va faire un nouveau... Hop. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit schéma pour expliciter ça. Donc, imaginons que j'ai une PWM comme ceci. Et donc, je vais créer sa PWM en quadrature de phase comme cela. Cela va alimenter le transistor Q1 et là le transistor Q2. Si on zoome à ce moment-là, on va se rendre compte de la chose suivante. On va se rendre compte que Q1, pour passer de 0 à 1, va avoir cette tête-là. Et Q2 peut avoir quelque chose comme ça. C'est totalement arbitraire, hein, c'est pas forcément ce que vous allez voir. Mais vous allez voir, généralement, ce qu'on appelle ici le temps de montée est différent du temps de descente. Ça, vous pouvez le voir dans les datasheets des différents microcontrôleurs. Alors, ouais, vous les avez sur les datasheets des microcontrôleurs. Et également, ces structures-là, comment elles sont fabriquées à l'intérieur du microcontrôleur? Eh bien, c'est également un transistor, un MOSFET, généralement, qui passe de 0 à 1. Et ces transistors ont les temps de montée et les temps de descente. Le problème ici, il n'y en a pas vraiment, là, dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que, eh bien, lui va passer à 1 après que lui est passé à 0. Donc, je vais avoir un état où j'aurai 0, 0. Par contre, ceci peut également arriver. Là, je vais passer de 0 à 1 rapidement, donc j'ai un temps de montée très court. Et là, j'ai un temps de descente très long. Et je vais passer de 1 à 0 beaucoup plus longuement. Et pendant un moment ici, j'ai 1, 1. Dû à la commutation. Et ça, même si ce moment est très bref, ici, eh bien, ce moment, malheureusement, est assez long pour pouvoir créer un court-circuit. Et donc, on veut absolument éviter ceci. Donc, quand on commute, il va falloir faire attention. Donc, pour faire attention, eh bien, c'est pas compliqué. On va délayer le passage de 0 à 1 ou de 1 à 0. C'est ce qu'on appelle créer des temps morts. Donc, il est indispensable de décaler les fronts des signaux complémentaires de commande d'un bras d'un délai appelé temps mort ou délai de sécurité pour éviter tout risque de court-circuit. Alors, fort heureusement, dans le module IPWM, il existe un sous-module qui s'appelle justement, je vais prendre mon fascicule du DSP, ici, qui s'appelle le module Deadband, temps mort en anglais. Donc vous voyez, hein, le module temps mort, il est après tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on génère IPWM et après on peut appliquer des temps morts. Et voici tous les temps morts que l'on peut appliquer. Donc je vous l'ai remis dans le cours ici. Donc c'est le rôle de ce qu'on appelle l'unité de décalage, donc Deadband Units, qui sont configurés. Alors il y a 3 registres, on va les voir, hein, DBSTL, DBRED, DBFED. DBSTL, c'est la config, on va dire générale. DBRED, c'est pour Rising Edge, donc on va pouvoir délayer le front montant. Et DBFED, c'est pour Falling Edge, on va pouvoir délayer le front descendant. Il y a plusieurs modes de temps mort, et voici tous les modes que vous pouvez avoir. Donc, ici, je vous présente la structure originelle. C'est-à-dire, c'était un signal PWM, donc je passe de 0 à 1 puis à 0, sans temps mort. D'accord? Alors, le premier mode qu'on peut faire, c'est le Rising Edge Delay, RED. Donc, on peut délayer, donc vous voyez ici, on peut ajouter un petit temps avant de passer à 1. Le deuxième mode, c'est le FED, donc Falling Edge Delay, on peut ajouter un petit temps avant de passer à 0.
ça marche sur une PWM. Donc nous, ça va pas nous être très utile. Pourquoi? Parce que nous, on en a deux, on a en quadrature de phase. Et les suivants sont beaucoup plus utiles. Alors, le Active High Complementary, qu'est-ce qu'il fait? Il va retarder le passage à 1 de la PWM ici, et il va retarder le passage à 1 de la PWM ici. Donc ça, c'est la A, ça, c'est la B. Donc lui, en fait, il fait juste du RED, mais il le fait un coup sur la PWM 1 A, un coup sur la PWM B. Ça, c'est bien utile. On a l'autre mode qui est l'inverse, c'est-à-dire il retarde le front descendant sur la 1 et il retarde le front descendant sur la 2. Et enfin, on a le mode où il retarde sur la 1 le front montant et il retarde sur la 1 le front descendant, et sans toucher à la 2. Et il retarde sur la 1 le front descendant et il retarde sur la 1 le front montant. Voilà. Alors, donc ça c'est les structures qu'on vous propose, qui sont implémentées de base dans le DSP. Alors intéressons-nous, laquelle pour nous peut être utile. Donc moi ce que j'ai besoin en fait c'est que ni la A ni la B soient à 1 en même temps. Et en fait si on regarde dans celle-ci, 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 il y a toujours un moment où les deux sont à 1. Bon, ici oui c'est logique, et ici aussi. Et il n'y a que celle-là, AHC, qui propose en fait de ne jamais passer les deux à 1 en même temps. Donc c'est celle-là qu'on va utiliser nous pour notre application. Je ne l'ai pas dit, mais on suppose que les transistors sont pilotés en logique positive. Donc quand la PWM est à 1, le transistor est bloqué. Fermé, pardon. Donc il se comporte comme un inducteur fermé. Ok. Donc on va utiliser AHC. Ce sont des bits à remplir dans DBCTL pour choisir le mode de fonctionnement. Donc voilà, si on écrit entre 1 et 7, on choisit le mode de fonctionnement voulu. Donc par exemple, AHC, c'est 2. Donc il faudra écrire 1, 0, 1, 1. On va le voir un peu plus tard. Alors, eh bien, je vous propose qu'on fasse un petit exemple. Avant ça, le mode opératoire. Comment est-ce qu'on va faire pour initialiser une PWM en prenant en compte tout ce que je viens de dire? Eh bien, des choses qui ne changent pas d'habitude. Hein. On va activer le module IPWM en activant son horloge. On va activer la fonction primaire des PWM en question. Donc là, on va utiliser 2 en quadrature de phase, donc A et B. On va configurer le timer pour pouvoir compter. On va initialiser les comparateurs donc pour CMPA, CMPB, donc ACTL A, ACTL B pour fabriquer les deux PWM. On va le voir plus en détail, donc mettre en place ce système de temps mort. Et puis après, on met en place le système de synchronisation et on active le comptage. Alors pour ce faire, voici l'application que je vous propose. Je vous propose de piloter un moteur triphasé, donc comme ce que je vous ai montré précédemment, en générant 6 PWM, une paire de PWM par bras en quadrature de phase et 3 bras. Donc il va y avoir 6 PWM et on va dire les 3 PWM A déphasés de 120 degrés. Les PWM B seront également déphasés de 120 degrés, c'est logique. Donc on va configurer une émélie triphasée de 1 kHz avec des temps morts de 2 microsecondes sur le module de chaque PWM. Et chaque PWM sera déphasé de 120 degrés. Les timers seront en mode décomptage continu. Attention à ce que je viens de dire. Donc on fait des pyramides. Hein. Le compteur, il va être comme ceci. Mode décomptage continu. Ok, on y va. Allez, première chose à faire. Je me pose la question du coup, comment est-ce que ça va marcher? Je dois générer 6 PWM, donc j'ai besoin de 3 modules. Je vais utiliser le module 1, le module 2 et le module 3. Ces 3 PWM, là, les 3 A par exemple à l'écran, je les déphase de 120 degrés, donc j'ai besoin de les synchroniser entre elles. J'ai donc besoin de 3 modules PWM, je choisis le 1, le 2, le 3. Première chose à faire, je vais activer le module. Donc pour activer le module, je vous rappelle, c'est dans le registre PCLK-CR1, et je vais activer IPWM1EN pour Enable, CLK pour Clock. Donc j'active ce bit-là et ce bit-là pour activer mes 3 modules IPWM1, 2 et 3. Donc voici en C ce que je vais coder. Ensuite,
eh bien je dois je dois mettre en place les GPIO pour réaliser 6 sorties, 6 PWM. Donc la PWM 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Donc je regarde dans mon tableau des GPIO et je vois que c'est sur les GPIO 0 jusqu'à 5. Donc je ne vais pas les mettre en GPIO, je vais les mettre en mode PWM, donc en périphérique 1, donc je vais mettre 0,1. Donc dans GPAMUX 1, je vais mettre 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Ça fait 5, 5, 5. Donc je fais un masque OU avec 0x, 0,55, 555. Ensuite, mes PWM sont basés sur des compteurs. Je vous rappelle qu'il faut les remettre à 0 initialement. Donc je remets mes 3 compteurs à 0. Alors, on calcule la fréquence de comptage. La PWM, l'énoncé me dit qu'on voudrait une fréquence de 1 kHz. Donc pour 1 kHz, qu'est-ce que je fais? Je prends K égale à 1 dans mon calcul. Attention, une petite boulette ici, je viens de m'en rendre compte. Il faut multiplier ça par 2. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est en mode comptage, décomptage continu. Je l'ai mis ici, je ne l'avais pas mis là. Donc TBPRD c'est égal à FCPU divisé par K fois 2 parce qu'on est en train de faire des pyramides, mode comptage, décomptage continu, fois la fréquence voulue, c'est-à-dire 1 kHz. Donc ça me donne 150 MHz divisé par K, je prends 1, donc 1 fois 2 fois 1000. On va mettre le fois 2 ici pour que vous compreniez correctement. Voilà. Moins 1 parce qu'on commence de compter à 0, ça me donne TBPRD qui est égal à 74 999. Ah, problème, ce TPRD est supérieur à 65 535. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le K que je veux. J'ai dû recopier-coller encore. Voilà. Là, c'est corrigé. Hein. Donc, je mets K égale à FCPU sur 2 fois TBPRD. C'est TBPRD max. Plus 1 que je multiplie par F, la fréquence, ça me donne K égale 1,28. Donc je prends la valeur supérieure la plus proche, soit K égale à 2. Donc clockdiv est égal à 1 et HSP clockdiv est égal à 2. Et ça me donne un TPRD de 37 500. Donc je vais configurer mes 3 PWM avec un TPRD de 37 500. Je prendrai clockdiv à 1 et HSP clockdiv à 2. Ok. Donc là, je viens de configurer mes PWM à 1 kHz. Maintenant, on initialise les registres AQCTLA, AQCTLB, donc qui permettent de configurer chaque action. Donc je vous rappelle, AQCTLA, c'est pour CMPA, c'est pour la PWM 1A, enfin 1, la PWM A, et AQCTLB pour la PWM B. Je fais l'exemple avec PWM 1, mais c'est copier-coller pour les modules 2 et 3, hein, bien sûr. Alors, je vous rappelle ce qu'on a vu dans la vidéo la dernière fois, donc différents événements, Z0, PRD, CAU, CAD, CBU, CBD. Moi, ce que je vais choisir ici, je n'ai pas besoin de faire varier le rapport cyclique dans cet exemple. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un rapport cyclique, enfin, je vais prendre un rapport cyclique de 50% et je ne vais jamais le varier. Et en fait, comme j'ai pris des pyramides, eh bien, je vais faire la chose suivante. Là, j'ai Z0. Et là, j'ai PRD. Et ça, c'est, ici, un cycle, une période. D'accord? Donc pour avoir un rapport cyclique de 50%, il suffit par exemple de passer à 1 ici, de passer à 0 ici. Et j'ai un beau rapport cyclique de 50%. Ok? Bon, mon dessin n'est pas très à l'échelle, mais vous comprenez. Et puis, donc, il suffit de programmer AQCTLA pour faire ceci, et AQCTLB pour faire l'inverse. C'est-à-dire, quand je suis à 0, je vais passer à 0, et quand je suis à PRD, je vais passer à 1. Donc, pour IPWM1A, je le mets égal à 0 quand c'est Z0, et je le mets égal à 1 quand je suis à PRD. Donc ça, cet exemple-là, par exemple, c'est la A. Et pour la B, je la mets à 1 quand Z0 et je la mets à 0 quand PRD. Donc ça va être la B.
Voilà. Et vous créez comme ça, très simplement, des PWM en quadrature de phase. Hop, je vais effacer mon dessin pour ne pas en mettre partout. Voilà. Et puis, il suffit de répéter la même config pour les PWM2, PWM3. Donc, je vous rappelle, pour mettre à 0, je mets 0,1. Pour mettre à 1, je mets 1,0. Donc, ça me donne ceci. Hein. AQCTLA, le bit Z0, je mets 0,1. AQCTLA, le bit PRD, je mets 1,0. Donc, ceci pour la PWM1, 2, 3. Donc, la PWM-A de chacun des modules. Et pour la PWM-B de chacun des modules 1, 2, 3, je mets Z0 à 1,0, donc l'inverse, et 0,1 ici, PRD. Et voilà, je viens de créer 6 PWM en quadrature de phase. Alors maintenant, il ne me reste plus que deux choses à régler, les temps morts et la synchronisation. On va commencer par les temps morts. Donc initialisation de la période et le mode des temps morts. Donc ce sont les trois registres, DBCTL, DBRED, DBFED. On va éviter que Q1 et Q2 soient activés en même temps, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc que la PWM 1A et 1B soient toutes les deux égales à 1. Donc je fais le speech pour PWM1, c'est le même pour PWM2 et 3. On va donc retarder le front montant de chaque PWM2 de 2 microsecondes. Donc on va se mettre en mode AHC. Donc pour se mettre en mode AHC, on va configurer DBCTL. Donc DBCTL, ou assis le registre, je vais passer sur le fascicule du DSP. Voilà le registre DBCTL. Et voilà ce qu'on me propose. Donc on voit qu'on a trois champs, out mode, polcell et in mode. Out mode c'est output mode, in mode c'est input mode et polcell c'est polarization selection. Donc on va regarder, on va commencer par in mode. Donc in mode, ça va vous allez choisir sur quel PWM vous allez utiliser les temps morts. Donc si vous mettez 0,0, on l'utilise sur la PWM A. Si vous mettez 0, c'est la B pour les fronts montants et la A pour les fronts descendants. Si vous mettez 1,0, c'est la A pour les fronts montants et la B pour les fronts descendants. Je pense qu'il y a une petite erreur dans la datasheet parce que 0, 1 et 1, 0 font la même chose. Ça doit être inversé ici. Honnêtement, je ne sais pas vous dire exactement lequel est inversé ou pas, parce que moi j'utilise toujours ceci, 1, 1. On prend la B et on va l'utiliser pour les fronts montants et descendants. Et pourquoi je mets 1, 1 ? Parce que dans le mode AHC qu'on a vu, en fait, il suffit de prendre la B et de délayer le front descendant et le front montant. La B, c'est celle qui va passer de 0 à 1. On va délayer le front montant et on va délayer le front descendant. Comme ça, on sera toujours à 0. Ça, c'est la B, ça, c'est la A, dans mon exemple que j'ai fait précédemment. Donc, je vais mettre 1, 1 pour in mode. Ensuite, polarity selection, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc 0,0 c'est le mode AH, 0,1 c'est le mode ALC, 1,0 c'est AHC et 1,1 c'est AL. Moi je suis en mode AHC. Donc je mets 1,0. Et out mode, c'est vous pouvez désactiver certains fronts montants ou descendants de ce que vous avez choisi juste avant. Donc 0,0, il n'y a plus de temps mort. Vous avez beau configurer quoi que ce soit avant, ça désactive les temps morts. 0,1, ça désactive tout ce qui est front montant. 1,0, ça désactive tout ce qui est front descendant. Et 1,1, eh bien, ça ne désactive rien du tout. Donc moi, c'est ce que je choisis tout le temps. 1,1, et puis après, je configure ces deux-là correctement derrière. Ok. Donc, pour récapituler, qu'est-ce que j'ai dit ici ? Eh bien, je vais configurer output mode avec 1,1, la polarity selection en AHC, donc 1,0, et in mode, j'ai mis 0. Voilà, donc ceci, je le fais pour les trois modules. Ensuite, j'ai configuré comment je vais délayer. Maintenant, c'est de combien de temps je vais délayer. Donc, pour savoir combien de temps je veux délayer, c'est les deux registres DBRED, DBFED. Donc DBRED c'est pour les fronts montants, DBFED c'est pour les fronts descendants. Honnêtement, moi j'ai toujours délayé les deux pareil. Après, si vous voulez délayer plus l'un que l'autre, il n'y a pas de souci, hein, vous mettez plus dans RED que dans FED.
Donc comment est-ce que ça marche? Voici le bit, voici le registre DBRD, et DBFED c'est le même. Donc du coup, il y a juste un champ qui est sur 10 bits, et c'est la valeur du délai. Alors il y a une petite formule à connaître, hein. La valeur, c'est celle-là. Donc del, ce qu'on va mettre dans delay, DEL, c'est l'abréviation de delay, ce qu'on va mettre dans le delay, c'est égal à la fréquence du CPU multiplié par le temps, pas la fréquence, hein, le temps mort que l'on souhaite, divisé par k fois 2. Pourquoi le x2? C'est parce qu'on est en pyramide. Si vous n'êtes pas dans les pyramides, en mode comptage décomptage continu, donc vous êtes en mode count up ou count down, vous enlevez le x2 ici. Ok, et ben, il suffit de prendre ce qu'on a dit dans l'énoncé. Donc on a 150 MHz. Nous, on veut des temps morts de 2 microsecondes, donc 2 fois 10 puissance moins 6. J'ai pris un cas tout à l'heure de 2. J'avais pris clockdiv à 1 et HSP clockdiv à 2. Ça fait 1 fois 2. Je multiplie par 2 parce que je suis en mode comptage des contenus. Ça me fait del égale à 300. Pas de souci. Donc je mets mes 3 PWM RED à 300. Petite remarque, comme j'ai fait que du front montant ici, j'ai mis que RED, mais vous pouvez très bien mettre les FED également à 300. Hein. Deuxième petite remarque, ici tout se passe bien. Pourquoi? Parce que 300 c'est un nombre acceptable sur les 10 bits ici. Si jamais votre nombre ici dépasse 1023, qui est 2 puissance 10 moins 1, d'accord? Donc c'est le nombre maximum qu'on peut coder sur 10 bits. Vous êtes embêté. Par exemple, vous trouvez 2000 ici, vous allez être embêté. Il va falloir changer la valeur de K. Exactement comme pour TBPRD. Par contre, attention à ce que je vais dire, la valeur de K, c'est la même pour TBPRD et pour del. Donc si vous le changez ici dans votre calcul, il faudra recalculer TBPRD avec la valeur de K que vous prenez ici. Donc il faut que la valeur de K, elle matche pour TBPRD et pour del. Donc voilà pour les temps morts. Et vous configurez ça et les temps morts sont effectifs. Alors ensuite, on va définir le signal de synchronisation de sortie. Donc nous allons utiliser le module IPWM1 comme signal de référence pour synchroniser les deux autres modules. Donc j'ai choisi de faire la PWM2 déphasée de 120 degrés par rapport à la PWM1 et la PWM3 déphasée de 240 degrés par rapport à la PWM2. Donc pour ce faire, il suffit de générer une impulsion à chaque reset du compteur du timer sur la sortie module sync-out. Donc à chaque fois que le timer revient à 0, donc à la fin de la pyramide, je vous dessine ça, si j'arrive à dessiner, j'y arrive plus, ouais, oui c'est bon, ouais, excusez-moi, voilà. Alors, là j'ai ma pyramide, à chaque fois que j'arrive ici, il faudrait que dans sync-out, j'envoie un signal. D'accord? Et bien ça, en fait, ce qui est super, c'est que c'est fait automatiquement. Comment? Bien, il suffit d'activer le bit syncocell du registre TBCTL qui remplit cette fonction. Donc, il suffit d'écrire ça. Donc, dans TBCTL, je vais activer sync-out-cell. Et ensuite, donc ça, c'est dans le 1. Et ensuite, dans le 2 et le 3, je vais activer le sync-in. Et ils sont automatiquement reliés par la structure électronique. Donc on définit le signal de synchronisation d'entrée sync-in et le déphasage. Donc on dit qu'il va être synchronisé donc avec sync-in et ensuite on dit de combien on se décale par rapport à ce signal-là. Donc pour les modules PWM2 et 3, il faudra déclencher leur timer en fonction du sync-out du PWM1 et déphaser de 120 et 240 degrés. Donc pour ce faire, eh ben, c'est pas compliqué. Je vais activer le bit PHSEN à 1 pour activer le déphasage. Ensuite, je vais... donc là, quand vous faites ça, lui, il active son sync in. Et comme vous avez activé le sync out de lui, eh ben, il sera automatiquement relié au timer 1. Par mesure de sécurité, j'ai désactivé le timer 2, le sync out du timer 2, pour pas que le timer 3 se mette par rapport au timer 2. Moi, je veux que le timer 2 et que le timer 3 se mettent par rapport au timer 1. Et ensuite, vous allez utiliser le registre TBPHS pour choisir le déphasage. Donc, on va retourner dans le fascicule du DSP. On va retourner à TBPHS,
qui est dans TBCTL, donc le module IPWM. Donc j'ai TBCTL, TBSTS, TBPRD, TBPHS. Donc TBPHS, c'est pas compliqué, c'est un registre de 16 bits où vous utilisez pleinement les 16 bits et on vous dit que ces bits servent de décalage par rapport au signal sync-out. En fait, dans ce bit-là, vous allez mettre un chronomètre, par exemple si vous mettez 5, et bien dès que vous avez sync-in qui arrive, et bien ça va attendre 5 coups d'horloge et après ça va démarrer. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que PHSEN soit à 1. Alors, comment est-ce que ça marche pour déphaser de 120 degrés? Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, quand j'avais calculé mon TBPRD, j'avais calculé un TBPRD de 37 500. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je suis en mode comptage, décomptage continu. Donc ici, je vais compter de 0 à 37 500. D'accord? Et après, je décrémente. Et ça, il se passe 1 divisé par 1000 secondes. Parce que je suis à 1 kHz. Ok? Maintenant, moi, je veux me déphaser de 120 degrés. Donc en fait, 120 degrés, c'est un tiers du signal. Et bien pour se déphaser de 120 degrés, il suffit de commencer... Enfin, une fois qu'on arrive ici, qu'il envoie le signal sync out, il suffit d'attendre 37 500 divisé par 3 pour que le timer 2, il se décale et il commence. Et il sera déphasé ici de 120 degrés. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris 37 500 divisé par... j'ai pris un tiers de 37 500, soit 12 500, et je le mets dans TBP, pardon, PHS. TB, c'est time base, et PHS, c'est phase. Okay. Attention, ce registre, il marche comme pour CMPA. Certains microcontrôleurs, donc dans Code Composer, il existe des DSP sur 32 bits, avec des timers sur 32 bits. Donc quand ils ont fabriqué la librairie, ils ont fabriqué une librairie 32 bits, alors que nous, c'est 16 bits. Donc il faut mettre tbphs.alf.tbphs, comme pour cmpa.alf.cmpa. Donc 12 500, il va se déphaser de 120 degrés. Et pour le 3, 240 degrés, c'est donc 2 tiers, donc 25 000. Voilà. Donc j'active son sync in, et ici, je mets 25 000. Et voilà. Et ça fonctionne sans problème, ça déphase automatiquement. Ben, il ne me reste plus qu'à activer mon timer. Donc TBCTL. Alors pareil, 1, 2 et 3, je les configure pareil. Donc je vous rappelle, j'avais pris Clock Diva 1, HSP Clock Diva 2. Donc ici, Clock Diva 1, ça fait 0. HSP Clock Diva 2, ça fait 1. Donc pareil pour les 3 timers. Et puis le mode, alors là, je suis en mode comptage, décomptage continu. Donc il faut mettre 2. Et voilà. Et ben j'ai plus qu'à faire une petite fonction en C qui fait tout ce que je viens de dire. La voici. Donc je fais ILO, ma fonction j'ai appelé init3pwm. Je fais ILO pour activer l'écriture, parce que certains registres sont protégés en écriture. C'est le cas des clocks. Donc j'active la clock, j'active les sorties, je remets les timers à 0, je configure TBPRD pour le niveau max des timers, je configure mes PWM en quadrature de phase, je configure mes temps morts, je configure la synchronisation, le prescaler K, HSP clockdiv fois clockdiv. Quelque chose que j'ai pas dit, mais bon, je l'ai dit dans les dernières vidéos, hein, je mets en mode debug, je mets 1-1 pour qu'elle s'arrête pas quand je vais mettre un breakpoint. Et puis, je me mets en mode comptage, décomptage continu, et là, ça lance le timer. Et ben voilà, on n'a plus qu'à tester tout ça. Je vais sur Code Composer. Je vais activer ma webcam. Donc sur Code Composer, eh bien, j'ai fait un petit projet où j'ai copié exactement ce que je viens de vous citer. Je vais lancer une session de debug. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai connecté un oscilloscope ici avec plusieurs voix. Je vais vous montrer ça dans un instant. Je vais juste lancer la session de debug et après je vais mettre la webcam en plein écran.
Ok, la session de debug se lance. Que fait mon programme principal? Il fait init FreePWM, donc mon init, et puis après, il fait rien du tout, il tourne dans un while 1. Donc, soit je mets un breakpoint ici, et puis comme j'ai mis le free and soft à 1, ben, ça va fonctionner, ça va continuer de fonctionner. Soit je peux me mettre en run, hein, tout simplement, et puis ça va tourner là-dedans. Et mes PWM, elles sont initialisées, il n'y a pas de souci. Donc ça tourne. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a bougé sur l'oscilloscope. On va voir ça en détail. Alors, voici à l'oscilloscope ce que j'ai. Alors déjà, comment je mesure ça? Donc moi, j'ai un oscilloscope 4 voix. 1, 2, 3 et 4. Ici. Ici, je vous présente à l'écran que 3 voix. Voilà comment je les ai reliées. Donc vous voyez jaune, bleu et rose. Vous voyez ici les sondes jaune, bleu et rose. Je les ai reliées sur la jaune, c'est la 1A. La bleue, c'est la 2A. Et la rose, c'est la 3A. Comme ceci. Hop, voilà. Ok, donc là, je mesure que les A. Hein, on est d'accord? Bah, parce que j'ai pas un oscilloscope 6 voix. J'ai que 4 voix, malheureusement. Donc, je peux pas vous mettre les 6 d'un coup. Une petite remarque. Vous voyez que la rose, elle fluctue un peu. C'est dû au fait que sur ma sonde rose, je n'ai pas de point de masse. Donc il relie la masse commune. Et là, c'est un petit peu parasité avec tous les câbles que j'ai. Donc je vous rassure, hein, sortie du microcontrôleur, elle est propre. Hein, elle est exactement comme les autres. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Eh bien, on voit que j'ai déjà 3 PWM. Ces 3 PWM, en fait, on voit qu'elles sont déphasées. Hein. On va zoomer un petit peu. On voit effectivement le déphasage de 120 degrés ici. Donc ça c'est la 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3. La 2 par rapport à la 1 est déphasée de 120 degrés. La 3 par rapport à la 1 est déphasée de 240 degrés. On voit que j'ai 999,9 Hz, donc 1 kHz. J'ai toujours une PWM entre 0 et 3,3 volts. Hein. J'ai descendu la basse de celle-là pour que vous voyez bien, sinon elles sont toutes collées l'une sur l'autre et on ne voit rien du tout. Hein. Et puis j'ai un beau rapport cyclique de 50%, 49,80, soit une période de 1 milliseconde parce que j'ai 1 kHz de fréquence. Donc ça marche bien. Alors, on va voir les PWM en quadrature de phase. Alors, il me reste seulement une voix, donc je vais la mettre graduellement sur la 1B, 2B et 3B. Alors, hop, je vais activer ma sortie, mon entrée numéro 4, ma voix numéro 4, et là, je vais me placer sur la 1B. Donc, je vous rappelle, la 1B, je suis désolé, j'ai pas de pince sur celui-là, voilà. La 1B, c'est la quadrature de phase de la 1A, donc de la jaune. Donc on voit bien quand la 1A est à 1, la 1B est à 0, et quand la 1A est à 0, la 1B est à 1. Nickel. On se met sur la 2B. On voit bien également la quadrature de phase entre la 2A ici et la 2B. Alors les niveaux de tension ne sont pas les mêmes parce que j'ai pas mis la masse au même endroit. Hein. Mais on est d'accord que c'est exactement la quadrature de phase. Et pour la 3B, donc la 3A c'est la rose, la 3B c'est la verte. Je suis tout bon également, je suis en quadrature de phase. Alors maintenant je vais vous montrer les temps morts. Donc pour ce faire, je vais un petit peu déconnecter quelques-unes. Alors je vais enlever la 3, je vais enlever la 4 et je vais prendre la 2 parce que j'ai une pince. Et je vais me mettre sur la 1B. Ok. Je vais me mettre au même niveau, ici, de masse. Donc, comme je vous l'ai dit, on voit bien une belle quadrature de phase. Donc là, la jaune, c'est la 1A et la bleue, c'est la 1B. Et alors, vu que c'est assez sympa, moi j'ai un oscilloscope qui me permet de zoomer dans un espace de recherche assez... Enfin, je vais pouvoir zoomer d'une façon assez forte. Et voilà ce que je vous disais. Donc là, j'ai zoomé. Je vais reprendre. Hop. Voilà. Donc, vous voyez ici sur l'écran ce que je mesure. Et vous voyez en haut la même chose. Et les deux fenêtres ici, là, les deux crochets, c'est là où je vais zoomer. D'accord? Donc, plus ici je me rapproche, plus je zoome. D'accord? Je me décale ici. Ok, je zoome.
Alors je vais plutôt élargir comme ça je vais pouvoir enlever un peu mon zoom, voilà, ici. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Je vous rappelle que la jaune, c'est la 1A, la bleue, c'est la 1B. Donc la jaune passe, la 1A passe de 0 à 1, et la 1B passe de 1 à 0. Il y a un petit temps dû à capacité là, mais on va dire que ça passe à 0 ici, hein, d'accord? Et je vois que, eh bien, il y a un temps mort. Donc il y a bien un temps où j'ai le 1 à 0 et le 0 à 1 qui sont délayés. Et d'ailleurs, avec cet oscilloscope, voilà, il est tellement puissant, enfin, on arrive tellement à zoomer que, vous voyez là, on voit le temps de montée de la 1A. Hein, vous voyez que le temps, si je zoome de façon très forte, hein, hop, ici, on voit que c'est pas une droite parfaite, mais qu'il y a un petit temps de montée. Alors, quand on dézoome, on le voit plus. Donc le temps mort, il est large. Hein. Là, on est large. Hein. Et ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est prendre un curseur ici. On va aller le mettre à ce moment-là. Un deuxième curseur qu'on va se mettre à ce moment-là, ici. Et on voit que la différence entre les deux curseurs A et B est de 2 microsecondes. Ce qui est exactement ce que j'ai réglé eh bien, dans mon programme. J'avais réglé des temps morts de 2 microsecondes. Bien entendu, vous allez retrouver ce temps mort dans l'autre sens également. Hein. On peut faire le test. Ici, on va aller là-bas. Est-ce qu'on le voit? Zoomer. Voilà. Ici. Ah oui, c'est ce que je voulais montrer. Alors, ce temps mort, on ne le retrouve pas ici. Vous voyez ça, je voulais vous montrer ça. Pourquoi on ne le retrouve pas là? Eh bien, parce que là, en fait, il faudrait que je délaie le front descendant de 1 vers 0. Or, je ne l'ai pas fait dans mon programme. Dans mon programme, je n'ai configuré que RED. FED, vous l'avez vu hein, dans la correction, je ne l'ai pas fait. Donc, ça a délayé que le RED ici, pas le FED qui est là. Ok? Donc, pour être correct hein, par rapport à l'application, j'aurais dû également programmer FED. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et là, vous voyez hein, que les temps morts, ils se chevauchent et qu'à un moment, on peut être à 1. Les deux peuvent être à 1. Alors là, je suis au maximum de mon zoom. Je ne peux pas zoomer plus. Mais vous imaginez bien qu'à un moment, on peut avoir les deux sorties à 1. Voilà. Donc voilà pour cette partie assez complète sur les PWM. Donc on a vu plusieurs applications. Hein. On a vu une PWM, on va dire, simple pour pouvoir produire un signal analogique. Là, c'était dans le cadre de notre TD pour aller sur un haut-parleur. Et on a vu une application un peu plus complexe avec une gestion des temps morts et puis une gestion de la synchronisation des PWM entre elles. Ceci conclut notre chapitre sur le module IPWM. Je vous remercie et puis je vous souhaite bon courage. Un dernier petit truc quand même, vous allez retrouver un exercice à la suite du support de cours pour pouvoir un petit peu vous exercer. Je vous mettrai bien entendu la correction sur Moodle. Merci, bonne journée.